Yes, quoi neuf la famille, c'est le Daily dans Au-delà des masques. Bienvenue dans Au-delà des masques, un podcast qui nous fait du bien et qui nous fait avancer. Il a fait danser les générations, il a côtoyé les plus grandes stars, il a connu la gloire, mais la plus belle histoire, c'est celle qu'il n'avait encore jamais racontée. Mais connaît-on vraiment l'homme derrière les platines ? DJ Dédiqué est mon invité dans Au-delà des masques, spécial épisode ADDM, dans lequel le DJ se livre sur son enfance, sur ce fameux groupe incroyable qui a marqué toutes les générations, Benebi, la phrase qui a changé sa vie, « Mais vous êtes fous !» Oh oui ! La perte de sa voix pendant 3 ans, et vous comprendrez qu'il n'y a pas de hasard, son incroyable renaissance, sa spiritualité, et on évoquera également les masques qu'il a portés et ceux qu'il a choisi d'enlever. Vous l'aurez compris, une conversation profondément humaine où Alain de Prost raconte son histoire avec une sincérité bouleversante. Un épisode que nous avons choisi de dédier à 2 femmes qui ont profondément marqué son parcours. Sa maman, disparue en 2023, ainsi que la DJ Mademoiselle Luna, partie beaucoup trop tôt. Alors je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Au-delà des masques. Très très belle écoute à vous tous et je vous embrasse. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai voulu te rendre hommage. J'ai pris mon t-shirt. Tu es magnifique, vraiment. Ça fait depuis tout à l'heure que je regarde ton t-shirt avec les cassettes. La chaîne, c'est tout ce que j'aime. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi, en parlant de la chaîne en or qui brille, et alors les cassettes qui fait référence aux années 80. Exactement. Voilà. Mais la chaîne, c'est pas n'importe quelle chaîne. C'est la Dookie Rope chaîne, comme on appelle ça. À New York, c'est la chaîne qui représentait vraiment la réussite dans le rap à l'époque, comme Run DMC qui avait ces chaînes-là en beaucoup plus gros, mais torsadées comme ça, et tous les rappeurs avaient ça, quoi. Et c'est pour ça que le look est parfait, quoi. Avec les baskets, je sais pas si on les voit. Ouais, par contre, Nike, non, ça va être compliqué. Non, Adidas. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Nike. Bon. Alors, on annule tout, allez, hop. On s'en fout. Alors, Alain, 58 ans, c'est un truc de dingue. De fou. Quand je te vois, j'ai l'impression de voir un teenager. Tu vois, non, mais c'est un vrai. Vieux qui essaye de rester jeune, oui, c'est impossible, tu vois. Non, mais c'est vrai que je me vois pas autrement. En fait, je me vois pas spécialement vieillir. Oui, le corps est plus fatigué qu'avant, ça c'est sûr. Mais dans ma tête, je suis resté toujours un gamin, quoi. Donc, par moment, bon, faut prendre des décisions et ses responsabilités, mais voilà, je m'habille toujours un peu streetwear, toujours en Adidas évidemment, et ouais, je pense que c'est un vêtement qui m'ira même à 80 ans, je pense, donc je m'inquiète pas, quoi. C'est quoi ton secret feel good? Est-ce que tu penses que quand on fait ce qu'on aime, quand on est passionné par ce que l'on fait, est-ce que c'est ça qui nous fait gagner en âge, tu vois, ou qui nous maintient en vie? Je pense que le fait de partager et d'avoir la chance de partager une passion avec des gens, de rencontrer des gens, de pouvoir échanger, de pouvoir tout simplement dialoguer, vivre, c'est très nourrissant en fait, de rencontrer des personnes et d'en apprendre un peu plus sur eux, ou sur leurs passions, sur leurs envies, et tout est très inspirant, je trouve. En tout cas pour ma part. Moi, j'aime les gens, j'aime l'humain avant tout. Donc, je suis très reconnaissant au public qui me suit depuis l'époque et au nouveau public qui me redécouvre à chaque fois. Je suis très reconnaissant de cette longévité, de cette fidélité aussi de ce public, et je suis très reconnaissant de me dire c'est une chance énorme. C'est une chance énorme. Et puis, avec tout ce qu'on vit en ce moment, on n'a plus le temps d'être aigri, ou on n'a pas envie d'être aigri ou d'amener encore plus de négativité. Entoure-toi de gens positifs, entoure-toi des amis,
des gens qui ont envie de rire, des gens qui ont envie de vivre, et ta vie se portera beaucoup mieux, tu vois. Et c'est vrai que je te rejoins, c'est que notre temps est tellement précieux, notre énergie est tellement précieuse. Et j'ai le sentiment, je sais pas si toi tu as ça aussi, plus on avance dans l'âge et plus on a plus de sagesse, tu sais. Exactement. On se dit, tiens, on fait le point, qu'est-ce qui est plus important? Vers quoi je vais plutôt dépenser mon énergie tu vois. Comme tu le dis, l'énergie est très importante. Et en vieillissant, on sent que le temps se raccourcit, malheureusement. Tu vois, on voit plein de gens autour de nous qui partent, malheureusement, qui nous quittent, voilà. L'âge fait que. Et je pense qu'on a passé un cap de se dire, on veut être en conflit avec telle chose ou telle chose. Non, on n'a plus envie de tout ça. On a juste envie d'être tranquille, de vivre ce qu'on a envie de vivre au maximum, sans se prendre la tête, sans rentrer dans des conflits, et avec beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'amour. Et c'est ce qui nourrit, en fait. C'est ce qui nourrit ton corps, c'est ce qui nourrit ton esprit. Et moi, en tout cas, c'est mon leitmotiv de vie, quoi, tu vois. Donc moi, je râle jamais. Le matin, ma femme pourra te confirmer, je suis toujours de bonne humeur. Je sors des vannes tout le temps, bon, parfois un peu nul, mais en fait, tu rigoles. Tu oui, arrives voilà. Après, on a tous nos problèmes. On a des factures, on a des trucs, on a des fins de mois parfois compliquées. Oui, même moi, j'ai des fins de mois compliquées, ça arrive évidemment. Tu vois, je rebondis quand même sur ce que tu dis. Tu dis j'ai des fins de mois compliquées. Ouais. T'oses le dire, en fait, t'oses en parler. Bien sûr. Parce que... Il y a des gens qui vont se dire, mais non, c'est pas possible, pas toi. Parce que c'est vrai, sur les réseaux, on vend beaucoup de rêves, tu vois. Un petit peu, pas de mensonges, mais un petit peu une vérité, un petit peu colorée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais le fond de l'histoire est parfois plus compliqué, où on a perdu quelqu'un de proche, où on nous a pas payé à temps, ou tu vois, ça arrive à tout le monde, tu vois, c'est comme ça. Et donc, voilà, moi, je suis quelqu'un qui vit au jour le jour. Donc, je mets pas d'argent de côté, je mets rien de côté. Ça fait depuis toute ma vie que je vis au jour le jour. Ça m'a toujours réussi. Et je touche du bois encore. Et puis voilà, je veux dire, c'est pour ça que je dis qu'il y a des moments plus compliqués, mais je les accepte parce que j'ai voulu vivre comme ça, tu vois. Donc ça a été ton choix. Voilà, tu vois, c'est un choix, mais c'est un choix de vie qui me permet à côté de profiter un maximum quand je peux le faire, tu vois. Est-ce que c'est un choix qui a été accepté tu vois, je me rends compte que c'est pas toujours évident quand tu vis avec quelqu'un ou que cette personne se dit, ah, je suis avec une personne qui est très indépendante, qui est passionnée, qui voyage, parce que tu te déplaces beaucoup, on en reparlera. T'es entre Dubaï, t'es à Bruxelles, t'es au Japon, t'es un petit peu partout. Est-ce que c'est quelque chose de facile, tu vois, à partager ça quand on a ce désir d'avoir une liberté finalement, que de pouvoir choisir Bah, j'ai une chance incroyable, c'est d'être tombé sur la femme qui est à mes côtés depuis plus de 20 ans maintenant, et qui est dans le même état d'esprit. C'est une artiste dans la tête. C'est aussi une DJ. Elle était danseuse au départ, mais elle est devenue DJ aussi. Ouais. Et on peut citer son nom. Niki Sanchez, DJ Niki Sanchez. DJ Niki Sanchez. Donc voilà. Je mettrai le lien. Et on l'embrasse. Et donc, c'est une personne qui m'a apporté beaucoup d'apaisement et de spiritualité dans ma vie, qui m'a recentré un petit peu sur les choses essentielles et importantes. Et on va dire que j'ai jamais été quelqu'un d'organisé, je ne le suis toujours pas d'ailleurs, mais un peu plus qu'avant. Et on est sur la même longueur d'onde parce que voilà, ça fait 20 ans, 25 ans qu'on vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais pas loin, parce que on vit les choses comme elles viennent. On croit beaucoup au destin et aux signes de la vie, tous les deux. Et il nous arrive tous les jours quelque chose que le ciel nous envoie. Ça fait peut-être un peu fou de dire ça, mais on le voit comme des signes en tout cas. Et c'est toujours que du positif. Et voilà, on voyage ensemble, on partage tout ça ensemble.
Mon succès, je le partage avec elle, comme elle partage son succès avec moi. Je veux dire, on vit tout ça ensemble. Et c'est, je pense, le plus important dans une vie de pouvoir partager avec quelqu'un qu'on aime. Je veux dire, si on est tout seul, c'est beaucoup plus triste. Et ici, c'est une chance de pouvoir le partager avec la femme que j'aime, qui est sur la même longueur d'onde que moi. Demain, je lui dis, allez, fais tes valises, on part. Hop, on y va, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de oui, mais non. On est tous les deux aussi fous l'un que l'autre et on part et on va où on veut. On a cette chance de pouvoir se le permettre aussi. C'est pas toujours le cas. Ça bouge tout le temps, quoi. Tu vois, donc chaque jour est imprévu. Tu C'est vois. beau parce que tu dis chaque jour est imprévu dans l'amour et c'est vrai que parfois j'ai l'impression qu'on tu vois, si je te pose la question, c'est quoi l'amour? Après, chacun a sa propre définition, mais quand on est dans la vie de tous les jours, que tu as les enfants, tu as les activités, ouais. tu as l'argent, parce que je trouve que bon, c'était pas prévu dans l'interview, mais tant qu'on est justement en train de parler de tout ça, et c'est ça que c'est génial. Tu vois, c'est je trouve que quand il y a ce volet argent, ça peut détruire. Tout à fait. J'ai jamais mis un point d'honneur sur l'argent parce que l'argent vient et part. Donc, voilà. À un moment, on a un peu plus d'argent. À un moment, c'est un peu plus compliqué, on en a moins. Mais j'attache pas une importance sur ça pour vivre à côté, pour vivre des choses à côté. Je veux dire, quand j'ai un peu d'argent, j'en profite, je fais profiter les gens que j'aime sans calculer, en fait. Donc, parce que je vis au jour le jour. Comme j'ai expliqué, je mets pas dessus de côté. Peut-être à ma grosse erreur, hein, je sais pas, hein, mais jusqu'à présent, ça m'a toujours réussi. Donc, et ça me permet aussi de pas être dans un calcul et un stress de me dire il faut absolument qu'on prévoit ça, qu'on prévoit ça. Combien de gens ne font pas des économies pour prévoir telle ou telle catastrophe ou une maladie ou peu importe, et puis ou pour partir en vacances, et puis une autre chose qui leur tombe dessus, et cet argent part là-dedans parce qu'ils sont obligés. Parce qu'il y a des contraintes. Voilà, il y a des contraintes. Et des contraintes qu'on peut se mettre nous-mêmes aussi dans la vie quotidienne. Tout à fait, tout à fait. Par exemple, on va investir dans une maison, on veut se faire plaisir aussi, et puis on remarque que bon, bah, ça augmente, le niveau de vie augmente, et puis on risque de se mettre au fur et à mesure des barrières. Où on fait un crédit, on est prisonnier de ce crédit, et puis la vie devient compliquée, on gagne moins, ou on perd son taf. Tout ça, c'est des contraintes que beaucoup de gens vivent, malheureusement. C'est la vie en général de beaucoup de gens. Moi, j'ai toujours été un petit peu le petit canard boiteux qui était en dehors de cette ligne directrice de vie. Et voilà, et c'est pour ça que je me dis, on est de passage, on est éphémère, et je pense que autant se faire du bien aux autres. Si un jour je suis à la rue, ben je suis à la rue, tu vois. Je veux dire. Mais t'auras vécu déjà tous ces moments. Mais je me dis au fond de moi, je serai jamais à la rue, parce que quand tu fais du bien autour de toi, quand tu es gentil avec les gens, quand tu es quelqu'un qui est là pour les autres, on finit toujours par te le rendre. Et je dis pas ça de le faire pour avoir le retour, mais je pense que tu le fais avec le cœur. Quand tu le fais avec le cœur, et c'est la chose que je le fais depuis toujours, aussi bien artistiquement que personnellement, mais il y a toujours des belles choses qui t'arrivent et des choses qui te reviennent en retour alors que t'as rien demandé. Donc c'est pour ça que je me dis, je m'inquiète pas. Je veux dire, tu fais le bien, tu essaies de faire le bien, tu essaies de faire de ton mieux, et tu as toujours ce retour à un moment qui arrive où c'est peut-être plus compliqué, parce que voilà, encore une fois, je crois aux signes qui viennent d'en haut. Et tu as déjà reçu des signes ou des synchronicités dans ta vie? Bien sûr. Tu te souviens d'un qui t'a vraiment marqué? Bah, là, comme j'ai perdu ma mère récemment, je reçois beaucoup de signes d'elle. En tout cas, j'ai l'impression que c'est elle. C'est en 2023. Hein. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression que c'est elle. Il y a des messages qui apparaissent comme ça, et puis les planètes s'alignent. Tu vois, à un moment où on s'y attend pas. Après, c'est peut-être des coïncidences, hein, tout à fait, tu vois.
Mais je me dis, à partir du moment où tu as cette pensée de dire, ah, c'est elle, Ouais, ça ne peut être, c'est ce message t'est dédié, tu vois ce tout que je à veux fait, dire? tout à fait. Peut-être que ton épouse dira, ben, elle ne l'aura pas vu comme ça, de Ouais, cette ouais, façon-là. tout à fait. Mais si Ouais, toi, tu le ressens dès ouais. l'instant, c'est que ça t'est destiné, en Tu fait. vois, quand elle nous a quittés, bon, moi, je lui ai rendu hommage à tous mes shows en jouant le morceau de Queen, Bohemian Rhapsody, tu vois. Et les gens allument leur téléphone et c'est un super moment émouvant pour tous les gens qui ont ressenti un petit peu la même expérience de perdre un proche. Donc, et un jour, je pars à Dubaï, donc puisque j'habite à Dubaï, et on prend le taxi quand on arrive à l'aéroport, on prend le taxi pour aller à la maison. Et à la radio, l'animateur, alors c'est peut-être une coïncidence ou pas, mais il raconte l'histoire de Bohemian Rhapsody et il joue Bohemian Rhapsody. Ouais. Et je dis à ma femme, mais c'est une chance sur 1 million qu'on monte dans ce taxi, que l'animateur à Dubaï parle de cette chanson-là. Pourquoi? Tu vois? Et moi, je l'ai pris pour un signe de ma mère, comme si elle me disait, je suis là avec toi. Tu peux aller à Dubaï en toute tranquillité, t'inquiète pas, je vais bien, tu vois. C'est comme ça que je l'ai pris. Est-ce que cette ouverture que tu as, cette ouverture spirituelle, est-ce que tu l'as toujours eue ou alors ce sont des événements dans ta vie qui t'ont appris ou qui t'ont ouvert à d'autres C'est ma choses femme qui plus m'a grandes? appris à devenir plus spirituel. Ouais. Parce que je l'étais beaucoup moins. Plus terre à terre? Plus terre à terre et un peu, je m'en fous de tout. Moins, j'attachais moins d'importance sur des choses, les énergies, tout ça. J'étais moins là-dedans. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a beaucoup apaisé parce que je venais d'une relation aussi de 20 ans qui était une belle histoire d'amour puisqu'on a eu 2 enfants, mais qui était vers la fin très tendue. Et mon ex-femme était moins dans cet esprit d'apaisement. Elle avait beaucoup de caractère. Elle venait du sud de Marseille, donc elle était très forte en caractère et on était souvent en conflit malheureusement pour certaines choses et elle avait une vision de la vie qui était plus terre à terre et moi j'avais une vision de la vie qui était plus Peter Pan quoi. Donc c'est artistique. Comme ça. Voilà, plus artistique, plus dans le rêve. Mais pour elle, la musique, surtout à mon époque où le DJing, c'était de l'amusement, c'était pas un métier, quoi. Tu vois. Bah oui, parce que toi, tu as commencé dans les années 80. 80, hein, voilà, ouais. Et dans les années 80, le DJ, moi je me souviens, parce que je suis une fille des années 80 aussi. Ouais. Le DJ, bah, c'était le gars qui était au fond de ma salle, Oui, voilà. qui mettait Il y avait qui pas mixait, mais il y avait pas ce côté artiste ou truc. superstar Ouais, DJ, ouais, et ça n'existait pas, tu vois. Exactement. Et quand j'ai rencontré ma deuxième femme, qui elle m'a beaucoup apaisé, m'a beaucoup calmé, dans le sens où elle m'a amené beaucoup d'énergie positive et elle m'a parlé de choses, elle m'a fait découvrir des choses qu'au départ t'es un peu sceptique et qu'au final tu dis ah ouais pourquoi pas, tu vois. Et tu te laisses, il suffit de te laisser aller un petit peu et d'y croire un petit peu et ça fonctionne vraiment. De mettre ses antennes, tu sais, moi je dis de Ouais, garder ouais, ses tout à fait. antennes, parce que des gens, certaines personnes que j'entends aussi autour de moi, ou certainement toi t'as entendu ça, te disent ben moi j'ai jamais rien reçu comme signe. Ouais. Mais est-ce que tu vois, mais est-ce que t'es pas fermé à recevoir les signes? Est-ce qu'il n'y a pas un certain moment où on est tellement convaincu qu'on n'en reçoit pas, exactement, qu'au final, tu sais, c'est un peu cette fameuse loi d'attraction où au final, ben, on se ferme soi-même. Tu sais, c'est marrant que tu dis ça parce que un jour, tu vois, je voulais faire une émission très connue et il m'appelait jamais, tu vois. Il m'appelait jamais et je leur en voulais vraiment, tu vois. Je dis mais pourquoi ils prennent tout le monde et ils m'appellent pas? J'ai le droit d'y être, tu vois. Et c'était vraiment un combat dans ma tête et ma femme a dit lâche prise, laisse, si ça doit se faire, ça va se faire. Mais si tu forces, tu vas bloquer quelque chose, tu vois.
Et en effet, j'ai dit, t'as raison, je vais arrêter de me prendre la tête. S'il m'appelle un jour, il m'appelle un jour. S'il m'appelle pas, c'est que je devais pas y être, tu vois. Et 2 ans après, il m'appelle, quoi. Tu vois, parce que j'ai lâché prise. Et ils me disent, ouais, ça fait longtemps, vous voulez t'inviter. C'est fou, tu vois. C'est fou, Et tu vois. c'était le moment juste, au moment où, tu vois, où ils t'ont appelé finalement, Ouais. toi t'avais lâché, Ben, eux j'avais finalement lâché ils avaient leur prise raison. et j'avais laissé les portes ouvertes, en fait, tu ouais, vois. ouais, Parce que ouais. quand tu forces les choses, tu te refermes des portes sur toi-même, en fait, sans le vouloir, tu vois. Et comme tu dis, c'est pour ça que je te dis, je t'explique cette histoire-là, c'est quelque part, soi-même, on doit accepter de recevoir ce genre de choses ou de donner ce genre de choses, tu vois. Donc, Que faut ça pas être vient fermé, quoi. Ça tu vient vois. pas forcément quand nous on a envie, qu'on a décidé que ce Exactement. soit Voilà, tu ce vois. moment-là précis. Et moi, je pars aussi du principe qu'on a tous, en tout cas plus maintenant qu'avant, on est tous à des endroits parce que c'est là qu'on doit être, tu vois. Et pas parce que là qu'on voudrait être, tu vois. Si on n'est pas là qu'on voudrait être, c'est qu'on ne devait pas être là, mais que la vie nous a construit une route d'être là où on est exactement. On est exactement où il faut être pour cette interview, et parce que c'est comme ça, tu vois. Et on est, et je le précise comme ça, tant que j'y suis, à l'hôtel Van der Valk. Je remercie d'ailleurs pour leur accueil et qui nous ont, voilà, merci à eux aussi de nous mettre à disposition ce chouette. On est dans la véranda, comme ça vous le Mais savez. les hôtels Van der Waal, c'est des De- très très beaux Ouais. hôtels, vraiment, sans vouloir faire de pub ou quoi que ce À soit. Zaventem. J'ai oublié de préciser parce qu'on est à Bruxelles. C'est une belle, oui, on est à Bruxelles, mais c'est une belle chaîne en général, vraiment. Ouais, totalement. Je suis tellement, moi, dans le rassemblement. Et d'ailleurs, dans mes concerts ou dans mes shows, tu verras tout genre de personnes. Vraiment, des gens aisés comme des gens, Toute génération, parce que toi, ce toute qui est dingue chez génération, toi, les enfants, les parents, Ah les ouais. grands-parents qui Ouais. m'ont connu avec Benny B. Et moi, je me veux rassembleur, tu vois. Je me veux vraiment, c'est vraiment, mon leitmotiv premier, c'est de rassembler les gens. Après, je dis pas tout le monde doit aimer ma musique ou ce que je fais, mais moi, mon but, en tout cas, c'est de rassembler, tu vois, de passer un moment ensemble, un moment plein de souvenirs qui par après pourra rester gravé à jamais, tu vois. Donc, mais on le sent chez toi, on sent cette humanité. Tu vois, parce que comme, allez, quelqu'un qui travaille bon, en radio ou quand tu fais ton show, quand tu es dans le show, on sent ça. Tu vois, on ressent ça chez l'artiste. Il peut avoir des milliers de personnes, mais quand tu as quelqu'un qui fait ça avec le cœur, qui transmet sa passion, tu le ressens. Mais d'ailleurs, si tu le fais pas avec le cœur, ça marche qu'un temps. Ça marche pas 40 ans. Parce que je vais presque avoir 40 ans de carrière. Mon Dieu. Et 40 ans de carrière. Ouais, et c'est fou, quoi. T'as même pas, je le dis parce que t'as même pas de rides. Ouais, non, je t'assure, c'est des rides d'expression. Ok, on est d'accord, il en faut deux. Mais t'as même pas, tu mets une crème spéciale. Non, je mets pas les crèmes coréennes, là, qui marchent. Je suis sûre que ta femme, elle doit te dire, non, chérie, tu dois hydrater ta peau. Tu dois hydrater ta peau. Ah ouais, mais non, mais, mes amis, arrête de boire du coca, arrête de ci, arrête de ça, prends soin de toi, nanana. Tous les jours. Et je prends pas soin de moi, j'avoue. Donc, je disais, c'est même au-delà de la musique ou de la performance, c'est vraiment d'unir les gens et passer un moment ensemble, tu vois. Et comme je te disais, si tu n'es pas sincère dans ta démarche, ça dure qu'un temps, parce que les gens vont se rendre compte qu'au final, ah ben il fait ça pour l'argent, ou il fait ça par intérêt, ou il fait ça pour être célèbre, ou tu vois. Ouais. Et comme les gens le sentent, ben j'ai cette chance incroyable de faire presque 40 ans de carrière. Et encore, je dis carrière parce que j'ai pas la carrière d'un David Guetta ou d'un Michael Jackson. Moi, je pense une carrière, c'est de pouvoir vivre de sa passion toute une vie, tu vois. Et avec ses hauts et ses bas, comme dans tous les domaines. Je veux dire, mais être haut tout le temps, on peut pas. C'est impossible. Mais je pense qu'on a des périodes où on est plus haut, plus bas, et puis on revient parce qu'on s'est réinventé à un moment.
Et je pense que voilà, c'est ça une carrière d'artiste pour moi. Mais on sent avec toi, franchement, moi je le ressens aussi, cette humanité, cette authenticité et cette simplicité, parce que on verra que tu as eu plus de 10 vies, toi, dans ton parcours. Ma femme me dit, tu es venu sur Terre, ta mission de vie, c'était d'être là pour les autres, tu vois, pour les gens et de leur faire oublier leur... Et elle me dit, t'as plus que réussi ta mission de vie. Parce que elle m'accompagne. Elle voit le regard des gens. Elle voit les gens qui pleurent, les gens qui tremblent. Pourtant, je suis pas Michael Jackson, tu vois. Et je joue de la musique pratiquement comme n'importe quel autre DJ parce que on joue tous la même chose au final, tu vois. À part quelques remixes à gauche, à droite. Et la personnalité aussi qui est un peu différente. Mais je suis pas un chanteur qui va amener des émotions à cause de paroles de chansons, de musique. Ici, je suis un DJ, quoi, tu vois, je suis un DJ, et il y a pourtant cette même émotion. Mais tes platines, on va dire ça comme ça, c'est un outil Ouais. vers lequel, ce qui te permet de transmettre Tout à fait. les good vibes, de Tout à transmettre fait. ton amour. Tu sais, c'est comme, moi je viens d'une culture italienne, la nonne, elle disait toujours l'amour, c'est dans les plats qu'on le met. Et quand tu manges, tu fais, c'est bon, parce que tu sens l'amour qu'il y a dans le plat. Tout à fait. Tu vois? Mais toi, c'est pareil. Ouais. Toi, c'est à travers tes platines. Et tu offres un moment où les gens, ils ne pensent plus à leurs difficultés, à leurs peines. Tu vois, ils sont là et ils profitent. Et tu rassembles. Tu rassembles aussi, donc c'est encore plus puissant. Ouais, tout à fait. Et je suis le premier étonné de cet impact que j'ai malgré moi sans le vouloir sur les gens, tu vois. Et aussi bien l'ancienne génération que la nouvelle génération. C'est totalement fou, quoi. Et je suis vraiment reconnaissant de ça parce que c'est vraiment une mission de vie, quoi, en fait, tu vois. Et tu m'aurais dit ça il y a 30 ans, je t'aurais dit, oh, dis arrête avec tes trucs de vaudou, là. Le surnom, c'est DJ Dédiqué. Avant d'expliquer d'où ça provient, justement, pourquoi Dédiqué, tu t'appelles Alain de Prost. On dit plutôt de Prost, à la flamande. Ouais, c'est vrai. Tu es né sur Bruxelles. Tu es papa de 2 enfants. 2 garçons. 2 garçons. Deux hommes maintenant, 30 ans et 32 ans. Tes bébés. Bah, ça reste nos bébés, hein. Ça, c'est tout. C'est pour ça, encore dernièrement, j'avais posté une photo de l'un d'eux pour son anniversaire. C'était pas un bélier, l'un des deux, parce qu'il me semble. Ils sont tous les deux béliers. Ah, ils sont nés quand? Le 16 et le 9 avril. Je suis du 12. C'est pour ça que ah, ben voilà. Les béliers, c'est des bons. C'est des bonnes personnes. Oui. Donc, on a du caractère. Oui, mais c'est des belles personnes. Et on avance. Voilà. Ouais. Et quand je voyais la photo de eux, bébés, je me dis, waouh, ça a été tellement vite. Aujourd'hui, ils ont leur vie, ils ont leur, il y en a un qui est papa aussi. Oui, parce que donc, du coup, toi, t'es grand-père. Ouais. Tu m'avais dit d'un petit garçon. De 6 ans, ouais. De 6 ans. Ouais. Alors, toi, en tant que papa, tu étais comment ou tu es comment? Et en tant que grand-père, parce que mes parents m'ont toujours dit, moi, j'ai 2 filles, et mes parents m'ont toujours dit, écoute, être grand-parent, c'est pas le même rôle qu'être papa. Est-ce que toi, tu le vis comme ça? Écoute, aussi? Je me sens pas encore spécialement grand-père parce que oui, il y a le fait que le petit est là et que c'est indéniable, t'es grand-père, c'est ton petit-fils. Mais je pense qu'il faudrait un peu de temps pour que je devienne vraiment, parce que je suis tellement tout le temps en mouvement encore que, on va dire, je suis pas un grand-père conventionnel qui est là et qui attend de voir son petit-fils. J'ai une vie très occupée avec mon métier et tout ça, et c'est un petit peu la même chose avec mes enfants. C'est que j'ai été un papa présent et en même temps pas présent, dans le sens où j'ai toujours été là pour eux quand ils en avaient besoin. J'ai toujours essayé d'être à l'écoute de ce qu'ils avaient envie ou besoin et dialoguer beaucoup avec eux. J'ai beaucoup voyagé avec eux. Je les ai amenés, on a fait le tour du monde ensemble. Et ça, c'est des moments que
qu'on pourra pas nous enlever, tu vois. Donc des moments de qualité. Voilà, c'est des moments très très plein de sentiments, plein d'émotions, tu vois. Et voilà, aujourd'hui ils ont leur vie, aujourd'hui ils sont grands, c'est des hommes, donc mais quand ils ont besoin de moi, je suis là, évidemment, comme tous les papas, comme toutes les mamans. Mais voilà, à côté j'ai ma vie d'artiste, j'ai ma vie un petit peu de retraité, pseudo-retraité, parce que voilà, j'aime bien la tranquillité, le calme aussi, tu vois, donc voilà, mais j'ai toujours été un petit peu un papa poule et un papa plus copain que papa autoritaire, quoi. C'était plus leur maman qui était autoritaire et papa qui laissait passer les choses. Mais généralement, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est comme ça, tu vois, un peu Je plus pense que cool, c'est partout comme ça. Ouais. Surtout quand t'as 2 garçons, ça devient tes potes, quoi, tu vois. Alors parfois, ça devient trop les potes, faut mettre quand même une certaine voilà, distance. une certaine limite, tu vois. Je reste ton père quand même, tu vois. Donc, mais ça, ils ont toujours respecté, ils ont toujours été. Il y en a un des deux où c'est vraiment au niveau de ma manière de penser, c'est vraiment la copie conforme. Tu te reconnais. Oui, c'est vraiment, c'est fou. Ouais. Et c'est incroyable parce que on n'a rien fait pour qu'il ressemble à qui que ce soit, ça se fait tout seul en fait, tu vois. Tous les deux aiment la musique et évidemment ils auraient bien voulu être DJ ou rappeur, mais moi personnellement je les ai jamais poussés à faire ça parce que la peur de ce milieu est tellement compliqué. Et tu es le fils d'eux, donc faut arriver avec 2 fois plus de talent pour prouver, parce que sinon tu as le nom de ouais mais c'est ton père qui t'a mis là où tu es. Donc et je voulais pas qu'ils souffrent de ça, donc je les ai jamais poussés à faire ça, vraiment. Mais s'ils le faisaient, j'étais là évidemment, tu vois. Mais au final, j'ai 2 grands garçons et j'en suis très très fier et puis tu leur montres également un modèle totalement marginal, tu vois, un modèle où tu crées ta propre indépendance, tu fais tes propres choix, ouais. Tu vois, je trouve que c'est une force. Ça peut être pris comme pour certains l'instabilité, mais au final, ouais. Tu vas au-delà de tes peurs, quoi, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement une belle transmission, en fait. Tu vois, après, à eux de choisir ce qu'ils souhaitent de faire, mais... Voilà, encore une fois, je n'ai obligé ni forcé quoi que ce soit à être comme un type de personne ou un autre, ou suivre une voie ou une autre, tu vois. Ils ont choisi eux-mêmes par eux-mêmes et voilà, s'ils ont besoin de conseils, j'essaie de les conseiller au mieux, mais je dis pas que j'ai la science infuse ou j'ai la solution à tous les problèmes, loin de là. On apprend à être papa sur le tas, on n'est pas né papa, quoi, tu vois, je veux dire. On le devient voilà, au fur et à mesure. Voilà, on le devient au fur et à mesure et donc voilà, on fait des erreurs aussi, tu vois. Bon, et c'est papy, c'est comment en tant que grand-père? Ouais, c'est papy, il m'appelle papy, il dit, attention à ce que tu dis, toi, t'es fou, quoi. Parle bien d'abord, tu vois. Non, c'était, pendant longtemps, il m'appelait Pépi, tu vois. Pépi. C'est pas grave. Pépi, j'aime bien. Mais puis, à un moment, il a dit papi. Alors là, je me suis dit, ah, mais je suis grand-père. Non, il est adorable, il est très, très gentil. Quand j'ai préparé cette interview, je me suis dit, waouh, t'as eu plusieurs vies en une, et c'est pas encore terminé, bien au contraire. Est-ce que ça t'est traversé l'esprit? Est-ce que tu t'es dit un jour, je vais écrire un livre ou je vais réaliser un documentaire? Parce que là, on n'a pas encore parlé de l'époque Benny B, ça va arriver. Ouais, donc, est-ce que tu as pensé à ça ou pas? Est-ce que tu réalises aussi tout ce qui s'est passé dans ta vie? Alors, un documentaire, c'est vraiment un rêve d'en faire un, tu vois, vraiment. Je sais que c'est beaucoup de boulot et beaucoup de mise en place, mais par contre, un livre, je suis en train d'en faire un. Comme ça, c'est vraiment inédit pour Au-delà des masques. Ouais, je le dis là, il devrait sortir fin de l'année. Il a mis 3 ans à l'accoucher, c'est très dur parce qu'encore une fois, j'explique mon histoire et
un journaliste que je connais bien qui coécrit les livres pour moi. Donc, il retranscrit tout ce que, un petit peu comme on fait l'interview. Ouais. Et lui, retranscrit l'histoire, tu vois. Mais c'est quelqu'un de passionné du hip-hop et qui connaît l'histoire du hip-hop. Et qui connaît son sujet, tu vois. Donc, et qui est un ami en plus. Donc, il sait de quoi il parle. Il va pas retranscrire ça juste comme un simple journaliste, mais plus comme quelqu'un d'intime, tu vois. Mais ce sera mieux écrit que si moi je l'aurais écrit, tu vois. Donc je lui ai raconté mon histoire. Ça fait 3 ans qu'on se voit, qu'on essaie de se capter, c'est pas toujours évident. Et là, on s'est encore vu hier, donc on approche tout doucement vers la fin. Et normalement, ça devrait sortir fin de l'année, ouais. Donc je te reverrai dans Au-delà des masques pour le livre. Pour le livre. Ouais, c'est marrant. On a parlé de ta maman, on en reparlera tout à l'heure aussi, qui est partie en 2023. Et tu expliquais qu'avec ton papa, il y a eu des complications de relationnelles. Pardon. Avec mon père, il y a toujours un petit peu cette relation de conflit, de jalousie, dans le sens où ma mère a toujours été le cocon pour son fils, tu vois. Donc, j'étais le chouchou, j'étais le fils unique. Protectrice. Donc, voilà, tu vois, protectrice. Ouais. Et je crois que ça a énervé un peu mon père parce que du coup, elle le délaissait un petit peu au profit de s'occuper de son fils, tu vois. Il avait la sensation qu'il perdait sa place quelque part. Voilà, non exactement, tu vois. Et pourtant, j'ai une enfance très heureuse, vraiment. Mon père était quelqu'un de très drôle, vraiment. On a fait la paix, tu vois, après, tu vois, donc quand il est décédé. Moi, j'ai fait la paix avec lui. C'était assez compliqué parce qu'il avait une relation avec moi. En tout cas, quand j'étais petit, j'étais aux anges. C'était un très bon papa et j'avais une famille extraordinaire et j'étais pas un enfant à plaindre, loin de là. J'étais gâté pourri. J'étais vraiment heureux, quoi, tu vois. Et bon, après, quand il y a eu ça, puis il y a eu la séparation de mon père et ma mère, et que mon père est devenu très colérique et très dangereux, entre guillemets, ça a fait cette cassure, tu vois. Après, quand j'ai eu mes enfants, que j'ai présenté mes enfants, que je suis devenu célèbre, ça l'a calmé énormément. Et il avait beaucoup de fierté aussi. Donc moi, j'étais content de pouvoir lui dire que son fils n'était pas un bon à rien, comme il le disait, tu vois. Et on en parle beaucoup, tu sais, dans Au-delà des masques, on parle beaucoup des mots M-O-T-S, M-A-U-X. Ouais. Comment les mots peuvent nous blesser et peuvent détruire une personne, en fait. Tout tu à disais fait. bon à rien, et c'est quelque chose qui, tu vois, qui reste. Ouais. Et qui peut, si l'enfant croit vraiment qu'il est bon à rien, bah, ça peut avoir des conséquences. Ça peut avoir des conséquences inverses aussi, où tu as envie de prouver que t'es pas un bon à rien, tu vois. Donc, ça peut être un déclencheur pour te dire, bah, tu vas voir, je vais te prouver que je suis pas un con, ou que je suis pas un fainéant, ou que, tu vois. Donc, l'un dans l'autre, est-ce que dire ce genre de phrase porte préjudice? Ça dépend aussi de la personne en face. Donc, comment elle réagit, comment elle va prendre le mot, quoi, tu vois. Donc, moi, ça me blessait et en même temps, j'étais assez rebelle pour lui dire, bah, tu verras, tu vois, sans vraiment savoir ce que j'allais faire, évidemment, puisque c'était le début pour moi du hip-hop, quoi, tu vois. Donc et donc quand mes parents se sont séparés, ça a été très compliqué. C'était beaucoup de peur. Tu avais quel âge? 15-16 ans, je crois, 14-15-16, je sais plus. Mais tu vois, genre, on a déménagé pas loin de là où on habitait, et tous les matins, ils m'attendaient pour me casser la gueule, quoi, tu vois. Donc ils m'attendaient en bas de là où on habitait pour me faire peur, ou je sais pas. Donc du coup, j'allais pas à l'école, tu vois. J'avais peur de sortir de chez moi, tu vois. Ma mère était déjà partie travailler, tu vois. Elle le savait, elle le savait, oui. Et une fois, il est monté jusqu'en haut et tapé sur la porte, quoi. Je me suis caché en dessous du lit
parce que tu dis, il avait une rage qu'on l'avait quitté, entre guillemets, qu'on était parti de la maison, et il avait cette rage, donc si on tombait dessus, on se faisait fracasser, tu vois. C'était pas la première fois, il m'avait déjà jeté dans l'escalier. Donc, tu as subi de la violence. Tu vois, il était très colérique et très très violent. Et donc voilà, bon, après, avec le temps, ça s'est calmé. Bon, et quand j'ai présenté mes enfants, ça s'est calmé, évidemment. Est-ce que toi, je me permets de poser cette question, est-ce que toi, en tant que papa, à partir du moment où, je sais pas si tu t'en souviens, quand tu es devenu papa, est-ce que ça t'a permis de se dire, OK, quel genre de papa j'ai envie d'être, tu vois, de faire référence à ce que toi, tu as eu comme papa. Est-ce que toi, tu as eu ce genre de réflexion en disant, voilà, aujourd'hui, je suis papa, comment je me vois avec mes enfants, avec mes garçons? Ben, encore une fois, comme je t'expliquais, on n'est pas papa, on le devient au fur et à mesure du temps. Donc, je sais ce que je ne voulais pas pour eux, en tout cas, être pour eux, tu vois. Je voulais pas être quelqu'un de violent, et je ne suis pas quelqu'un de violent. Mais je voulais pas être quelqu'un de colérique, enfin, tout ce que mon père était, quoi, tu vois. Donc, mais en même temps, comme je t'ai dit, j'ai des bons souvenirs aussi avec mon père, où c'est très mignon ce qu'il faisait, parce que il était laveur de vitres, tu vois. Alors, il allait laver les vitres chez les gens, et il allait dans la chambre des enfants, il lavait les vitres des enfants, et il piquait des jouets aux enfants, tu vois. Et il les mettait dans son seau, tu vois. Alors, quand il rentrait à 13h, moi, c'était la chasse aux jouets dans son seau. Alors, il me disait, alors, c'était chaque jour, ah, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Alors, je mettais ma main, et alors, c'était des petites figurines, des petites voitures, donc, mais c'était très touchant, tu vois. C'est quelque chose, qui te reste. Qui m'est resté à vie, tu vois. Parce que quand tu aimes ton enfant, faire ça tous les jours, à un moment, tu le fais une fois, deux fois, mais après, il y pensait tous les jours, tu vois. Et, donc oui, il y avait cet amour entre nous, de père-fils, donc ça, c'était très touchant. Et à côté, ben, il y avait ce côté lunatique, bipolaire, ou un peu instable émotionnellement. Voilà, tu vois, où il nous reprochait ci ou ça, ou ça n'allait pas dans le sens où il voulait que ça aille, tu vois. Donc voilà, mais on avait en général une vie confortable dans mon enfance, tu vois. C'est à partir du moment où ma mère s'est séparée de lui, que là j'ai commencé à faire du hip-hop, à danser dans les rues, tu vois, et à découvrir tu dansais tout le temps, tu dansais. On va revenir là-dessus. Juste, Alain, ton prénom, est-ce qu'il a une histoire? Alain, oui, il a une histoire. Ma mère était fan de... Alain Souchon. Non, Alain Delon. Alain. Tu vois? Mais oui, le beau Alain. Voilà. De Alain Delon. Donc, Alain de loin, comme dirait les inconnus. Et c'était un prénom peut-être courant à l'époque, je sais pas, donc elle m'a appelé Alain. Ouais. Et moi, mon premier fils, je l'appelais Anthony, comme le fils d'Alain Delon. Ouais. Tu vois? Alors que je suis pas fan ni d'Alain Delon, ni d'Anthony Delon, hein, loin de là. Mais voilà. tu l'as appelé Anthony, et tu t'es dit après, tiens, c'est comme le fils d'Alain Delon, ou tu as appelé Anthony? Non, on l'a appelé Anthony parce que je m'appelais Alain. Comme ça, il y avait un lien. Il y avait un lien direct. Et le deuxième, on peut savoir le prénom? Nathan, rien à voir. Donc, mais t'as les yeux aussi clairs que c'est gris, non, bleu. Ouais, gris-bleu, mais parfois ça change, je sais pas pourquoi. Oui. Bref, t'as les yeux. Alors, dans Au-delà des masques, moi j'adore jouer avec les symboliques, et je vais plus loin. Je suis allée voir la signification de Alain, du prénom Alain. Okay. Je ne sais pas si tu as déjà fait cette démarche. Non, jamais. Donc, je te donne la définition et tu me dis exactement ce qui t'interpelle. Ok. Ou ce qui me ressemble ou pas. Oui, et ce qui résonne en toi, en fait. Ok. Donc, alors, Alain, c'est une personnalité à la fois indépendante, créative et audacieuse. Il peut être un peu têtu, mais c'est aussi quelqu'un de profondément généreux et à l'écoute.
Quand il se fixe un objectif, il va jusqu'au bout, quitte à se challenger lui-même. Et clairement, la routine, il déteste. Exigeant avec les autres, mais surtout avec lui-même. Il ne supporte pas la médiocrité. Derrière ça, il y a un homme doux, discret, attentionné, protecteur et surtout doté d'une grande sensibilité. C'est fou, hein? Il choisit ses proches avec soin, mais quand il aime, c'est sincère pour la vie. Ouais, c'est pile poil ça, quoi. C'est fou. C'est fou. C'est dingue. Comme quoi le prénom, même notre prénom, n'est pas choisi par hasard. Ouais, je pense pas que ma mère était au courant de tout ça, et en plus, on ne sait pas ce qu'on devient vraiment, donc... Mais c'est vrai qu'avec le recul, tout ce que tu cites, c'est... Indépendance, quelqu'un qui n'aime pas la routine, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, que tu vivais beaucoup dans le moment présent. Au final, tout ce que j'ai expliqué se retrouve un petit peu dans les adjectifs que tu... Dans la définition. Dans la définition, c'est fou, quoi. Alors, on va parler de cette passion qui naît dans une chambre. Tu avais quel âge, plus ou moins? 13 ans, je pense. 13 ans, ouais. On va dire que c'est en 80 que je découvre la première fois un clip de rap qui s'appelle Malcolm McLaren Buffalo Gals. Et je vois ça à la télé, je vois des breakers qui étaient les Rocksteady Crew de New York, que je connaissais pas, des graffitis, des trucs, du scratch. Je me dis, oh, c'est quoi ce truc, tu vois? Et je tombe littéralement amoureux de ce truc, tu vois? Mais je sais pas c'est quoi. Je sais pas. Et des gens qui dansaient dans la rue, c'était la breakdance. Ouais, déjà, c'est du breakdance, c'était clairement ça. Mais il y avait pas encore hip-hop de Sydney à ce moment-là, qui arrivait en 82, tous les dimanches après Starsky Hutch sur TF1. Et là, c'est la révélation. Là, on devient fou, on découvre toutes les disciplines du hip-hop, on sort le carton après l'émission, on va s'entraîner. C'est vraiment le déclencheur, quoi. Les tenues vestimentaires, les vêtements, le look, parce qu'il y avait le look qui allait vois. avec, les grosses chaînes en or qu'on disait, les voilà, chaînes en or qui brillent et tout. Et ça arrivait un peu après, parce que c'était vraiment les prémices du rap, du hip-hop et des disciplines, du breakdance, du scratching et tout ça. Donc, on découvrait les choses. On savait pas c'était quoi, tu vois. Et on a appris avec l'émission qui a duré 1 an ou 2 ans, je sais pas. Et après, il y en a des qui ont pris ça comme une mode et qui ont arrêté quand l'émission s'est arrêtée. Et puis d'autres qui ont continué comme moi, quoi, tu vois. Sans pour cela se dire ça va être mon métier, ou je vais être danseur ou DJ ou rappeur, ou il y a pas, ça n'existe pas, c'est pas un métier, c'est pas reconnu, c'est des gosses qui dansent dans la rue, tu vois. Donc et puis on se construit une image. Moi, je fais des championnats, je gagne les championnats de breakdance. Tu commences à faire, attends, j'ai souvenir que tu avais dit dans une des interviews qu'il y en avait un qui t'avait dit tu ne seras jamais DJ. Ouais, ça c'est après. Parce qu'au départ, moi j'ai commencé avec la danse, donc avec le breakdance, avant d'être DJ. Avec tes cheveux. Ouais. Mais je les avais pas encore si ça c'est vraiment à l'époque Benelli. Ouais. Donc je commençais à faire du breakdance. On avait un petit crew qui s'appelait Dynamic Tree. Et on a commencé à faire des petites démos dans les rues de Bruxelles. Ah, je savais pas ça, que tu avais un groupe avant. Oui, okay, tu vois. D'accord. Okay. Et d'ailleurs, même avant Benny B, et ça on va y arriver aussi, j'étais avec BRC, qui est Bruxelles Rap Convention, qui est le premier groupe de rap belge, entre guillemets, à avoir sorti une compilation. C'est la première compilation de rap belge. Et peut-être même de rap tout court, parce que Rap Attitude, qui est sorti en France, est sorti plus ou moins similairement à la même période, tu vois. Ça se joue à 1 mois près. On ne sait pas lequel des deux était avant l'autre, tu vois. Et donc, moi, je suis un breaker, je gagne des championnats et tout ça, on a un crew et tout. Et puis, à un moment, le break me fatigue un peu, il n'y a pas d'évolution.
Et donc, je me retourne vers une autre discipline, le graffiti. Je fais quelques murs et tout, et puis ça m'amuse pas. Et donc, je me dis, bah, vas-y, mais j'ai pas de matos pour mixer, j'ai pas de platine. Donc, je vais chez un pote toutes les semaines, à Namur, et lui, il a le matos. Donc, il me montre et tout, comment on fait et tout, comment on mixe. Mais moi, je mixe pas, je comprends pas. Moi, je fais juste du scratch, quoi. Et donc, on arrive, mon premier concours, au Las Vegas, à Mons, au Shape. C'est une soirée, quoi. Donc, on est une vingtaine de DJ à participer à ce concours. Et donc, tout le monde joue et mixe, tu vois. Et moi, je suis le seul qui mixe pas, mais qui fait ce que je fais maintenant, en fait. Des passe-passe, du scratch, des trucs visuels, mais qui sont inaudibles au final, tu vois. Et le patron m'arrête en plein set. Il me dit, toi, tu seras jamais DJ, arrête. Tu vois. Oh, la frustration, c'est comme mon père qui me disait, t'as un bon arrière, tu vois. Mais je l'ai pas mal pris, tu vois. Je me suis dit, en fait, ils comprennent pas ce que je veux leur dire, ce que je veux leur montrer. Moi, dans ma tête, j'étais précurseur. J'étais en avance sur quelque chose qu'ils ne comprenaient pas encore, tu vois. Mais moi, j'avais déjà la vision de ça, tu vois. Comme mettre mes baskets avec des gros lacets ou sans lacets comme Run DMC, parce que j'avais la vision et quand on me regardait dans la rue, je disais, oh, c'est quoi tes baskets avec ces gros lacets, c'est bizarre, tu vois. Mais moi, je savais, ça fait partie d'une culture qui s'appelle le hip-hop. Tu verras, un jour, ce sera normal. Et c'est mon pote Thierry, ICT, qui gagne le concours. Et mais je me laisse pas abattre. Je me dis, ouais, c'est pas grave et tout. Mes parents m'achètent une platine, parce que ça coûtait très, très, très cher. Donc, je m'entraîne sur une platine à la maison et je continue à aller chez mon pote pour m'entraîner. Et l'année d'après, je participe au championnat du DMC. DMC, hein, voilà, ça, ouais. Qui est la référence dans le milieu. Ouais, ouais. Quand tu fais le DMC, t'es reconnu, tu vois. Et je gagne. Je gagne le championnat de Belgique. Parce que eux comprenaient ce que je faisais, tu vois. Et d'ailleurs, dans le championnat, c'est là où la première fois j'utilise le « mais vous êtes fou », oh oui, tu vois. Ça, les gens se... Avant que Vous êtes fou a existé, avant qu'il soit diffusé pour Benny B. Oui, oui. Avant que je le mette dans le morceau de Benny, ouais. En fait, à l'époque, on n'avait pas de phrases en français pour scratcher, tu vois. Donc, fallait trouver des vinyles avec des phrases en français. J'avais pris mes disques de Capitaine Flamme qui racontent une histoire, tu vois. Il y a Goldorak, le petit Ménestrel, le Capitaine Flamme. Et donc, sur la face A, à un moment, ça dit « mais vous êtes fous ». Et plus loin, sur la face B, ça dit « oh oui », tu vois. Et j'avais déjà fait une petite séquence où j'avais mis les deux ensemble et je trouvais ça drôle. Les gens trouvaient ça drôle aussi, tu vois. Et au championnat de Belgique, donc, je sais pas faire les deux en même temps. Donc, à un moment, quand j'ai fini tous mes passe-passe et tout, je mets un instru et je scratch avec « mais vous êtes fous, mais vous êtes fous ». Et tout le monde, waouh, tu vois, c'est nouveau, quoi. Aujourd'hui, ça paraît tellement bête. Mais à l'époque, tu scratches avec une phrase en français, c'est du jamais entendu. Et en plus, c'est la phrase qu'on retient. Et c'est la phrase qui était drôle, quoi, tu vois. Mais oui, quand on pense à Benny B ou quand on pense à toi, voilà. Je dis, quand on me dit, ah, tu vas rencontrer qui? DJ dédié, mais vous êtes fou. Oh oui. Et les gens disent, alors là, les gens, on dirait que la référence, oui, il y a la référence, ouais. Et donc, je gagne, je pars au championnat du monde, une aventure extraordinaire. Enfin, je rentre dans ce monde, quoi, tu vois. Donc, je me fais un nom, une crédibilité. Donc, je deviens un petit peu le DJ de tous les rappeurs en Belgique qui ont envie de rapper. Donc, ils viennent chez moi enregistrer des phases B, comme on appelait ça. Donc, on mettait des instrus de morceaux connus. Et je rappais, j'avais un multipiste, un 8 pistes à bande. Et c'était vraiment les prémices, quoi, tu vois. Et tous les rappeurs venaient chez moi. Et moi-même, je rappais aussi. Donc, on enregistrait comme ça. Donc, je participe à la compile BRC. Donc, c'est les gars avec qui je suis tout le temps. Des Fidji, tout un crew et tout ça. Donc, on est ensemble tout le temps. On fait un pré-album qui est une compilation avec plein de rappeurs de France et de Belgique et tout, tu vois. Et puis, c'est mis un peu en stand-by. En même temps, je fais la connaissance de Benny et Perfect.
Et on se lie d'amitié, on commence à danser ensemble dans la rue. Les 2 personnes qui feront partie du groupe Voilà, Benny B. exactement, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Et on se lie d'amitié, et on commence à faire des démonstrations dans les discothèques. Au départ, on était un groupe de danse, en fait, tu vois, donc Oui, parce que toi, tu dansais, tu faisais tous ces cubultes je avec faisais la tête. les trucs de breakdance, mais ouais, après, ouais, on faisait des ouais. chorégraphies à 3, comme on a retrouvé dans les chorés qu'on faisait sur scène pendant qu'on chantait. On danse, on sympathise, on devient des amis. Et arrive ce jour où il y a un casting à Bruxelles parce qu'une radio veut absolument sortir un morceau de rap. Tout le monde y va, mais Benny n'a pas été appelé. Tu vois, Benny n'est pas au courant de ce casting. Mais à l'époque, on n'a pas de GSM, on ne sait pas prévenir, tu vois. Et Perfect appelle Benny sur son fixe, donc chez lui à la maison. Perfect lui dit, ouais, j'ai rencontré les autres là, il y a un casting pour faire un disque de rap, t'es au courant? Et Ben il dit, non, je suis pas au courant, on m'a pas tenu. Limite, on a voulu peut-être l'évincer, tu vois, de ce casting. Tu penses ou tu ne sais pas? C'est ce que lui pense en tout cas, tu vois. Et c'est probable. Après, il n'y a pas de preuves, on sait rien, on s'en fout au final, tu vois. Donc, le destin a voulu que ce soit lui au final. Donc, si c'était dans le but de l'évincer, ça a été raté, quoi. Quand il l'explique, il dit, c'est quelque chose qui m'a porté, qui m'a dit, vas-y, c'est maintenant que tu dois y aller, tu vois. Il rentrait du boulot, il était crevé, il avait juste à se dire, oh non, je m'en fous, tu vois. Mais quelque chose en lui a dit d'y aller, tu vois. Plus le coup de téléphone de Perfect, évidemment, qui est déclencheur. Donc, il arrive là-bas, il fait le casting, évidemment. Ça se choisit entre Benny B et Defidji. Donc, Defidji de BRC, avec qui je travaille, et Benny, avec qui je travaille aussi. Moi, je travaille avec tout le monde. Donc, sur le projet, je savais que moi, qui que ce soit pris, j'allais être dans le projet. Ils choisissent Benny parce que Benny a cette attitude un peu moins hardcore que Defidji a. Parce que Defidji est plus dans le vrai rap et underground et nous, on revendique plus. Benny est aussi et Benny très est plus, charmant voilà, aussi, il a une tête bien plus, aussi à la télé. Qui passe plus pour la télé et tout ça, tu vois. Qui est plus bancable et commercial, on va dire, tu vois. Aux yeux des producteurs. On se met en studio et on commence à bosser sur le morceau. Et donc moi, je fais ma séquence, Ladies and Gentlemen, DJ dédié, mais vous êtes fous, oh oui, et qui l'accompagne, Benny B. Et le producteur, il rentre, il dit, remets la séquence. Mais vous êtes fous, oh oui, là, il faut mettre dans toute la chanson. On lui dit, non, c'est nul. Mais vous êtes fous, quoi. On va nous prendre pour des... Non, il dit, croyez-moi, les gars, il me dit, ça, c'est le titre de la chanson, tu vois. On n'y croyait pas trop, mais bon. La chanson qui va être plus rythmée, non, il y a pas une demande. Non, d'abord, il y a une version plus soft. hip-hop à la base, parce que nous, on est du hip-hop. Et puis, on rencontre Vito, Junior Jack, qui, lui, c'est un Italien qui est plus dans la dance, l'eurodance et la techno et tout ça, et qui amène cette touche commerciale un peu techno, en s'inspirant de Technotronic, qui était le hit à ce moment-là, Pop-Up de Jam, tu vois. Ah oui, Pop-Up de Jam. Ouais, tu vois, si tu écoutes, c'est les mêmes éléments. Ils remixent en voilà, le morceau. Moi, je rajoute les séquences qu'il faut rajouter, les samples, avec Richard et tout ça, qui bossent avec nous. Et on a le produit final, et on a la phase B avec la version hip-hop. Et au départ, donc voilà, on s'attend à rien parce que on a fait un disque, c'est tout, quoi. Au fur et à mesure, le morceau, il sort, mais en Belgique, personne n'en veut vraiment, Radio Contact n'en veut pas. Parce que ce qui est dingue, c'est que en fait, ce morceau va être beaucoup plus, va faire succès, va avoir du succès en France. Dans le nord de la France, plus exactement, Radio Métropolis, qui croit énormément au morceau, mais qui sont déjà dans un esprit, ils connaissent un peu la techno belge, on a la new beat, c'est un peu cette période-là, tu vois. C'est un peu cette période-là qui est en pleine explosion, tu vois. Et le nord de la France, proche de nous, comprend déjà cette musique, tu vois. Donc Métropolis joue le morceau, le matraque, et on nous appelle pour faire un show. Et on est arrivé, sans rien attendre, tu vois. Et dans la discothèque,
C'était sold out, que des gamines. La folie. Elle criait nos noms, elle criait tout le temps. C'était la Beatlemania, quoi. On dit, mais d'où ils nous connaissent? Bon, qui connaissent le morceau, ok, via la radio, ils ont peut-être vu le clip une fois ou deux, mais la folie. Et on s'est dit, ah ouais, il se passe quelque chose, tu vois. Il se passe vraiment quelque chose qu'on ne contrôle pas, en fait, tu vois, qu'on ne sait pas, c'est pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose, tu vois. Et donc, mais en Belgique, toujours rien. Ils veulent pas entendre parler de ce truc. Pour eux, c'est nul. Et donc, ça fait son petit parcours dans le nord de la France, arrive sur Paris. Et là, Énergie décide de le jouer, Énergie France. Et Jacques Martin nous appelle pour notre première télévision. Chez Jacques Martin. Voilà. Jacques Martin, qui était l'émission qu'on adorait, qui était Jacques Martin, c'était le dieu de la télé. C'était de Michel Drucker d'aujourd'hui, tu vois, Jean-Pierre Foucault. C'est tous les enfants de Jacques Martin, tu vois. Club Dorothée, tu as été aussi. Oui, Dorothée. Dorothée, on l'a fait après. Et Jacques Martin était le déclencheur, en fait. Parce que personne nous avait vu, mais visuellement. Donc, on est en prime time sur une émission sur France 2. Ils nous accueillent, on danse, on chante, on scratch, on break, on ramène quelque chose que les gens pètent un câble, en fait. Ils se disent, c'est quoi ce truc? Ils se demandent, c'est quoi ces trois gars-là qui dansent? Et puis là où il nous fait le buzz, donc moi je fais les ciseaux à la fin. Puis Jacques Martin se met par terre, essaye de refaire. Et tout le monde parle que de ça. Et du jour au lendemain, notre vie a changé. Littéralement. Toutes les télés nous voulaient. Toutes les radios nous voulaient. Tout le monde nous voulait. On a fait l'entrée des 7 d'or ou des Oscars, des Césars ou je sais plus. Tout le monde voulait. L'Olympia aussi t'as fait, non? Tout le monde voulait les trois petits gamins là qui tournent sur la tête, tu vois. Et alors ça arrive en Belgique évidemment parce que la Belgique, pays de suiveurs, s'est dit bah ils sont numéro en France, on peut pas les nier, surtout qu'ils sont belges. Donc il y a 10 qu'on aime qui est arrivé à ce moment-là. Et moi, je t'ai découvert à 10 qu'on aime. Bah oui. Alors c'était Alain, alors je sais plus le présentateur. Alain Simons. Voilà. Qui habite à Dubaï aussi. Ah ouais. Alain, je sais pas si tu regarderas cette interview, on pense à toi parce que tu as été toute une génération, ça a été incroyable, une des premières un animateur émissions incroyable. En Belgique. Et c'est là où Axel Red aussi a fait ses Tout premiers pas. Il y a plein. Il y avait plein de chanteurs que j'ai plus en tête. Mais c'est là où moi je t'ai vu, en fait. C'est là où je vous ai vu avec Benny B. Ouais. Et c'est là que on a commencé, on est arrivé numéro 1 direct. Donc c'est là que notre succès s'est fait en Belgique grâce à Dis qu'on aime. Et bon, évidemment, tous les Belges qui nous suivaient quand on passait en France. Et après, voilà, il y a eu des émissions, comme tu dis, Dorothée, que ça nous a porté préjudice ou pas, parce que pour, entre guillemets, les rappeurs, tu fais pas l'émission de Dorothée, tu vois. Mais nous, on se considérait pas. On faisait voilà, on s'amusait, on calculait pas, il y avait pas de projection de carrière, de quoi que ce soit. Donc, nous, on nous dit d'aller à Dorothée, on est fan de Dorothée, c'est notre enfance, c'est Goldorak, oui, c'est ça. On est fiers d'y aller, tu vois. Pour pas nous, de pitié pour les croissants. Oui, mais ça, c'est avec Jackie, le Jackie Show, tu vois. C'était comme Alain Simons, finalement. Ouais, mais c'est tout des, tu vois, autant ça nous a porté préjudice dans le milieu hip-hop ou dans le milieu du rap. C'est des rappeurs gentils, c'est des rappeurs qui font le club Dorothée, un petit peu comme aujourd'hui on considère Big Flo et Oli des rappeurs gentils, alors que c'est des vrais rappeurs qui assurent. Mais je veux dire, voilà, il en fallait, c'était nous, en plus on était les premiers, donc on a ramassé toutes les critiques positives comme négatives, tu vois. Donc voilà, quand t'es le premier dans quelque chose, ben il y a un moment tu ramasses tout, on est les premiers clashs, les premiers, on a vécu tout ça, tu vois. Donc avec le recul, je suis content qu'on l'ait fait parce que quelque part on rentre aussi dans cette histoire de pop culture et de tout ce côté iconique de Dorothée, du club Dorothée, de tout ce que ça a amené comme souvenir aux gens, cette génération-là, tu vois. Et on fait partie de cette histoire.
Et c'est une fierté, tu vois. Je veux dire, en plus d'avoir peut-être inspiré dans le milieu rap, et on en a inspiré parce qu'ils me l'ont dit directement quand j'ai eu mon émission de radio en Belgique, que j'invitais des artistes. Soprano a commencé grâce à nous, Orelsan aussi. Tu veux dire que vous avez ouvert finalement ce champ. Voilà, on a ouvert une porte, en tout cas, et un intérêt aux médias. Et très vite, on suivit MC Solar, IAM, NTM, tu vois, qui sont devenus tous des amis aujourd'hui, tu vois, donc c'est ça qui est fou. On ressent aussi le respect, tu vois, quand on en revient à parler de Benny B ou de ce que toi tu as fait, parce que ce qui est quand même incroyable, c'est que tu n'es pas resté cantonné à Benny B, non, tu il y a vois, une continuité, parce qu'il y a des artistes qui restent. On ne Ouais. sait pas pour quelle raison cantonné. Je pense par exemple à la tribu de Dana, tu vois, Mano. Ouais, Mano. Ou tu penses à Mano, ces tribus de Dana, ils ont essayé pourtant tu vois, de ne pas être cantonné sur ce morceau-là, mais finalement... Mais la tribu de Dana est un morceau tellement fort. Oui, mais tellement magnifique. Tu le joues aujourd'hui, on dirait qu'il vient de sortir parce que les gens le chantent. Mais c'est comme un acteur, tu vois, qui a eu un rôle, et on va se dire, mais non, on peut pas le voir dans d'autres rôles, parce que celui-là était le rôle de tellement son collé, rôle, tu vois. qui était collé au personnage. Donc, mais toi, par contre, c'est pas du tout ça. Toi, tu as su te réinventer aussi. Et c'est ça qui est exceptionnel, en fait. En fait, oui, comme je te dis, les choses sont venues à moi d'elles-mêmes, en fait, tu vois, parce que, tu sais, après, on a vécu toute l'aventure Benny B. Il y a eu la séparation. Après, il y a eu la séparation. En 1994, 94 pour les Français. Moi, j'ai continué tout seul. J'ai sorti des morceaux, Voulez-vous coucher avec moi? Il y a des hauts et des bas et tout ça, tu vois. Et au final, je me suis retrouvé avec encore plus de succès, parce que c'est sorti en Italie, c'était carton au Japon, c'était carton parce que Voulez-vous coucher avec moi, qui est une phrase universelle, tu vois. Donc, je me retrouve à faire des prime time en Roumanie, des trucs totalement fous. Ouais, et donc avec Benny, il se retrouve à faire mes premières parties. Donc là, on rentre un peu en conflit et on se fait une petite guéguerre à l'époque, hein, il y a très longtemps. Et moi, je fais des podiums où je suis en guest star, entre guillemets. Et lui, il chante il fait pas Mais vous êtes fous parce qu'il veut plus le faire. Il fait d'autres morceaux, les nouveaux morceaux qu'il fait avec Perfect et deux danseurs. Et il passe. Plus soft, non? J'ai le souvenir, c'était il avait fait la reprise de Ouh là 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 de Kool and the Gang, tu vois. Il voulait être plus dans un esprit funky et tout ça. Et moi, je trouvais ça chouette, tu vois. Mais après, il y avait ce conflit. Comme moi, nous, on était numéro 1 parce qu'on était beaucoup plus commercial, évidemment, que Ouh là là là, Kool and the Gang. Nous, on faisait du commercial et lui faisait de la vraie musique, entre guillemets. Donc, il y avait ce conflit-là entre magazines interposés. Enfin, c'est des gamineries, tu vois, au final. Et les tensions sont apaisées et tout. Après, on a mûri tous les deux parce qu'on avait beaucoup d'ego chacun. Ouais. Et on était un peu les leaders de notre histoire, tu vois. Donc, chacun avait envie un peu de dire, ouais, mais c'est grâce à moi, non, c'est grâce à moi, non, c'est grâce à moi. C'est grâce à nous, en fait, tu vois. C'est un peu de lui, un peu de lui, un peu de lui, un peu de lui, tu vois. Et parfois, Benny l'oubliait ou voilà. Vous étiez encore jeune aussi. On était très jeunes. Ouais. On passait du temps 24 sur 24 ensemble. C'était compliqué, tu vois. On n'est pas préparé à ça. On n'est pas préparé à ça, tu vois. Donc, il y a eu des tensions, on s'est étendu et on s'est pris la tête pour des bêtises, tu vois. Mais aujourd'hui, heureusement, et je touche du bois, allez, on touche du bois, on est en paix, on a refait des shows ensemble, on a cette complicité de toujours, parce que malgré tout, voilà. Vous vous connaissez bien. On se connaît bien, on a commencé à danser dans la rue, tu vois, donc on a cette complicité, ce show est en nous, tu vois, donc, et il le sera toujours, tu vois, donc et ça, c'est chouette qu'on soit resté. Beaucoup de groupes des années 80-90 sont séparés, s'entendent plus, tu vois. Et nous, on a cette chance qu'on est toujours
des amis, tu vois. Il s'est passé quelque chose, et tu me dis si c'est correct. Cette voix en tant que DJ est arrivée à toi, mais avant qu'elle n'arrive à toi, il s'est passé que tu as perdu ta voix pendant 3 ans. Ouais. C'était horrible. C'était horrible parce que moi je faisais des shows tous les week-ends. Je tournais partout. Voulez-vous coucher avec moi? Au débat, open down, tout ça cartonnait bien. Et un jour je fais le show de trop où je suis enrhumé, il pleut, il fait dégueulasse. Et comme j'utilise ma voix, je crie beaucoup dans open down où j'utilise une voix raga un peu. Et je rentre à la maison et j'ai difficile à parler. Je me dis ça va passer. J'ai trop crié dans le micro. Et le lendemain, j'ai toujours ce même problème. Et d'ailleurs, tu l'entends, ma voix, elle est cassée, quoi. On va chez le médecin, il me dit, ouais, vos cordes vocales ne bougent plus. Donc, elles restent fixes et il y a des nodules sur les cordes vocales. Faut opérer. Ah, ok, bon, vas-y, on opère. Donc, du coup, après une semaine, je sens que ça va mieux. Ma voix revient, la clarté revient. Bon, allez, je refais un show vite fait. Et là, je bousille totalement mes cordes vocales, tu vois. Là, c'est fini, je sais plus parler. Donc, je dois chuchoter. Comme ça. Moi qui suis quelqu'un d'extraverti, qui aime rigoler, qui aime faire la fête, je suis abattu, quoi, tu vois. Parce que je suis à des dîners avec des potes, je fais des blagues qu'ils entendent pas, tu vois. Aujourd'hui, c'est drôle, tu vois. Mais ça devait être frustrant. Mais à l'époque, je te jure. Alors, j'essaie de faire des blagues comme ça, tu vois. Il y en a un qui entend, mais les autres n'entendent pas. Alors, il y en a un qui rit et les autres disent qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et c'est là que je suis revenu à mes premiers amours, les platines, tu vois. Et je me suis dit, ouais, je peux pas rester comme ça. Et je suis revenu à mes premiers amours, les platines. Et ta voix, c'est ça qui est incroyable. Tu vois, je suis en train de penser à ça. Ta voix passe à travers, on en parlait tout à l'heure. Exactement. Ouais, à travers les platines. À travers les platines. Je refais des championnats pour me refaire un nom, parce que malgré l'aventure Benny B dans le milieu du rap, du scratch, c'était devenu un petit peu le rappeur gentil, pas crédible, tu vois. Et je gagne tous les championnats. Je gagne championnat de France, championnat de Benelux. Je vais au championnat du monde, j'arrive finaliste. Enfin, je me refais un nom dans le milieu du scratch et du DJing à un point tel que les gens disent, ouais, on est obligé d'admettre que oui, il est bon, il fait le truc, il fait le taf, quoi. Donc je me réconcilie un peu avec le mouvement et le milieu, tu vois. Et ma voix revient tout doucement. Ça dure 3 ans. Et donc moi, je pars faire des showcases de scratch et tout. Et c'est là que je commence à développer aussi le fait de mixer un peu, parce qu'on me demande, je suis au Luxembourg, mes premiers shows de scratch, et on me dit, ouais, tu veux pas continuer un peu parce que les gens aiment bien la musique que tu joues, tu vois. J'ai pas de vinyle, moi, pour jouer. Bon, je regarde ce que j'ai et je joue un peu, 10 minutes, 15 minutes. Et puis, au fur et à mesure, je rajoute des vinyles, tu vois, et j'arrive à avoir un set d'1 heure, quoi, tu vois. Donc, c'est quand même ça, je ne savais pas, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure avant l'interview, que c'est vraiment au Luxembourg, tes premières soirées. C'est vraiment au Luxembourg, où tu et c'est grâce à Pierre Casadi que j'ai commencé vraiment à développer ce côté mixage. Parce que moi, j'étais très technique et très scratch, et mon but, c'était pas de faire danser les gens, c'était de montrer un show et ce qui était possible techniquement de faire. Donc, j'ai appris à faire danser les gens, et j'ai appris à mixer sur le tas. Moi, j'avais toujours ce problème, ça va trop vite. Ah non, merde, ça va pas assez vite, tu vois. J'avais ce problème qui après est devenu instinctif. Mais au début, c'était un stress, quoi, tu vois. Et puis, j'ai commencé à développer ce côté-là avec les mixtapes. Avec tu reprenais des morceaux existants, voilà, j'ai fait des cassettes, et puis voilà, je faisais des cassettes de 1h, 1h30, et qu'on vendait dans les magasins spécialisés. Un jour, je suis dans une soirée au Luxembourg encore,
Décidément, le Luxembourg, ça compte beaucoup pour moi. Et je me dis, moi, je suis un grand fan de Michael Jackson, je joue Billie Jean. Et ça vide littéralement la piste. Ah, ça vide. Ça vide la piste, littéralement. Mais c'était des très jeunes, tu vois. Donc, ils connaissaient peut-être pas Michael, tu vois. Et ça m'a mis hors de moi, quoi, tu vois. Et donc, pour les rattraper, je mets le hit du moment qui est Cisco Tong Song sur le track. Et donc, je rentre chez moi et j'ai l'idée de mélanger les deux, donc de prendre la cappella de Cisco, donc du hit sur l'instrumental de Billie Jean. Je me dis, ça va forcer les gens à rester sur la piste parce qu'ils vont reconnaître la voix, tu vois. Donc, en fait, ce qui est incroyable, c'est que il faut se remettre aussi à l'époque. Ouais. T'as les platines. Ouais. Tu le fais en direct, quoi. Ouais. C'est pas enregistré. Non, rien, et après, pour le faire correctement, je le fais avec l'ordinateur, tu vois, donc le séquenceur, tu vois. Et mais seulement t'as pas les moyens de le jouer, il faut le faire graver en vinyle pour le jouer. Ah, tu pouvais graver ce que tu faisais, tu pouvais le graver sur le Moi vinyle. pas, je devais aller dans une oui, un truc spécialisé. Il fallait attendre 1 mois de fabrication, tu vois ce que je veux dire. C'est fou, hein. Ouais. Donc je fais quelques remixes comme ça où je prends des vieux funk avec les sons du moment, Usher, Yeah, tu vois, mais sur des versions jamais entendues en fait, tu vois, pour essayer d'avoir le public de jeunes et en même temps que ça parle aux anciens, tu vois. Et je sors des vinyles et je suis donc le premier à jouer mes vinyles et à jouer mes remixes exclusifs, quoi. Et tout le monde pète un câble parce que ils disent mais où t'as eu ça, c'est quoi, tu vois. Je vais essayer mes remixes qui sont sur la mixtape et les vinyles sortent dans 1 mois, tu vois. Et j'ai sorti 15 volumes de vinyles et c'est ce qui m'a permis de me faire une renommée mondiale. Vraiment. Les vinyles, les remixes, sans savoir que j'étais Benny B ou quoi que ce soit, les DJ du monde entier jouaient mes remixes. Donc je me suis retrouvé booké à New York. Je me suis retrouvé en Asie. T'avais fait les avant-premières également, c'était Rihanna, Ouais. Lady Gaga, je ne sais plus. Ouais, oui, Robbie Williams. Ouais, Robbie Williams. Ouais. Une très chouette anecdote avec Robbie Williams. C'est quand je fais Voulez-vous coucher. Si tu le connais, pour une interview exclusive de la démasque, il est adorable. Vraiment, c'est une crème. À l'époque où on sort Voulez-vous coucher avec moi, qui est la maison de disque en France, le signe, je fais Jacques Martin. Et il adore le morceau. Son bras droit, Charles Sudaka, il est fan. Il me dit, dans 3 semaines, on reçoit les tech dates. Il faut que tu viennes chanter Voulez-vous coucher avec moi quand tech dates sont là. Il me dit, ça va propulser le truc, tu vois. Ok. J'y retourne 3 semaines après. Les tech dates sont là, on est en répétition. Ils sont tous assis. Robbie Williams, toute la clique. Et nous, on répète, tu vois. Et, à un moment, j'enlève mon pantalon et je suis en short et je break torse nu. Donc, je fais les ciseaux torse nu, mais qui est quand même un mouvement assez physique, hein. très très compliqué à faire dans le break, tu vois. Et ils se lèvent tous et parce que eux-mêmes c'est des breakers aussi à la base. Donc ils savent la difficulté, tu vois. Et on devient des potes. Ils me disent oh ça tue et tout, copain, tout nanana. Bon, après, je fais l'émission, c'est une dinguerie avec tout le monde était debout sur les fauteuils, c'était incroyable. Et après, la maison de disque, elle me dit, ouais, mais tout ce que t'as fait ce soir, c'était beau, mais ça sert à rien parce que les magasins ne veulent pas prendre les CD parce que t'es un ancien Benny B, et pour eux, ça marche plus Benny B. Donc, ils savent pas, en fait, tu vois. Et pour être dans le top, il faut que les disques soient dans le magasin. Donc le cercle était fermé pour moi. Donc la France ne voulait plus d'un ex-Benny B entre guillemets, tu vois. En tout cas, tout ce qui était médias et radio. Donc ça m'a un peu blessé à ce moment-là, mais ça m'a pas empêché de marcher en Italie, au Japon, ou en Roumanie ou d'autres pays. Donc j'étais pas trop triste non plus, tu vois. Et pour l'anecdote, donc avec Robbie Williams, Universal m'appelle pour faire sa première partie au stade Roi-Baudouin, qui est le plus grand stade de Belgique. Grand stade en Belgique, tu vois.
Et ils me disent, ouais, on aimerait, parce que j'ai signé avec eux, je sors des compiles avec eux, tu vois, tous les 3-4 mois, on sort le concept de morceaux mixés, mais officiellement en CD. Je sors des compiles avec Universal. Donc, je suis un petit peu un artiste Universal du coup. Donc, quand il y a des avant-premières, ben ils me mettent. Et il me dit, ouais, ça te dit de faire Robbie Williams et tout. Je dis, ouais, c'est incroyable et tout. Le Stade Roi-Baudouin, 80 000 personnes, ça va être une dinguerie, tu vois. Et donc, je fais l'ouverture et tout. Ça se passe nickel. Et puis, on m'amène en backstage et on me présente à Robbie Williams, tu vois. Et je lui explique l'anecdote de Jacques Martin. Et il me dit, mais je me disais bien que ta tête me disait quelque chose. Il me dit, je m'en souviens comme c'était hier. Tu vois? Et il me dit, c'était incroyable. Tu as commencé à danser, enlever les chants. Oui, Il me raconte l'histoire. Oh, En 2 secondes, c'était ouais, devenu mon frère, quoi, tu vois? Mm. Et je me dis, c'est fou quand même, c'est incroyable. Et au moment où il monte sur scène, il monte à l'arrière, donc sur une passerelle qui l'amène tout en haut. Mais les gens ne le voient pas, mais il arrive en haut et il sort de sa tête qui est fabriquée en bois ou je sais pas quoi. Donc, et il est avec sa tasse de thé et il monte et il me voit, il me fait, tu vois, Ah, je l'adore. genre incroyable, Ouais. J'adore, quel personnage. incroyable. Ouais, Tu as vu le film? J'ai vu son documentaire, j'ai les frissons avec Monkey là. Où Oh, je sais plus comment il s'appelle le documentaire, mais il a la tête d'un singe. Oui, Better Man. Le Magnifique. film, il est incroyable. Magnifique. Lui aussi est relationnel avec son père compliqué, t'as vu? Que non, le film n'a pas eu le succès qu'il mérite d'avoir. Parce que cet artiste, il est incroyable. Et le très, film est incroyable. J'ai des frissons, très visionnaire. C'est-à-dire que lui aussi, il a su sortir de ses dates. Il savait ce qu'il voulait. C'est juste qu'il était jeune, qu'il avait, problème d'ego, mais il devait apprendre sur lui-même, tu vois. Il sait d'où il vient, puisqu'il vient aussi de la rue, entre guillemets. C'est-à-dire que les parents n'étaient pas... il a une histoire extraordinaire. Très modeste, tu vois. Mais quand tu réfléchis, quand tu vois sa vie, tout ce qu'il a construit, moi je suis très fan de Robbie Williams. Et chapeau, quoi. Chapeau à l'artiste. Extraordinaire. Et puis aujourd'hui, maintenant, c'est ce que j'aime aussi, c'est dans son documentaire sur Netflix, tu vois vraiment que c'est quelqu'un qui a appris de ses choix, qui a appris de la vie, de ses expériences de vie. Est-ce que tu as d'autres anecdotes de stars? T'avais vu Bruno Mars aussi? Ben, j'ai fait Bruno Mars, on est resté... Lui, ça a l'air d'être... C'est quelqu'un que je voudrais bien un jour rencontrer aussi. Il est adorable aussi. Ça a l'air d'être une belle personne, tu vois. Ouais. En fait, je signe aux États-Unis avec une boisson énergisante et on part en tournée. Et je me retrouve dans la tournée à faire un genre de Miss America, comme ça, un défilé ou je sais pas quoi. Et il y a Bruno Mars qui clôture le show et moi qui ouvre le show, tu vois. Et qui joue après Bruno Mars aussi. Et on est dans l'ascenseur et je lui dis, c'est moi qui... il me dit, allez, trop bien et tout, super cool. Il me dit, t'as pas envie de scratcher pendant mon show et tout? Je dis, vas-y, let's go, on le fait, tu vois. Et je me retrouve à scratcher pendant que Bruno, il chantait... c'était l'époque de I Wanna Be a Billionaire, so fucking... C'est cette période-là où c'était le début de l'ascension, tu vois. Super cool, on a fait des photos ensemble, et vraiment adorable, adorable. Même chose avec Beyoncé. Beyoncé, c'était mon rêve de la rencontrer, tu vois. Et je me retrouve donc à faire sa première partie à Dublin. Et puis on me dit, tu peux la rencontrer et tout, mais c'est compliqué, on n'est pas sûr, parce que c'est jamais sûr, en fait, tu vois. Tout dépend un peu de l'humeur de l'artiste. Tu vois, on croirait que quand on fait quand l'artiste fait la première partie, automatiquement, il a des liens, il a des contacts avec. Ça dépend, en fait. Par exemple, quand je fais Big Flo, Oli ou Soprano, on a des vrais liens d'amis. Tu vois, on est des amis, on se connaît depuis longtemps, tu vois. Donc, c'est eux qui m'appellent directement, tu vois. Mais par exemple, Rihanna ou Beyoncé, c'est des maisons de disques ou c'est Universal ou c'est pas directement eux. Oui, après, eux veulent entendre ce que je fais pour être sûr que ce que je vais faire va convenir.
comme pour Drake ou Black Eyed Oh, Peas. Dr. Dre. Non, Drake. Drake. Pas Dr. Ah, Dre. Drake. Ouais, Drake. Ouais, Drake. Black Eyed Dave, Peas, maintenant, je sais pas si t'as les entendu. Fugees, Ouais. tous ces gens, ils veulent d'abord écouter, voir si tu veux la peine. Avant de te rencontrer. Oui, en fait. avant Ouais. de te rencontrer. Et encore, comme je te dis, c'est pas sûr que tu les rencontres après ou avant le show, tu vois. Et ici, on me dit, vas-y, Beyoncé, vas-y, tu peux aller la voir. Et je suis seul avec Beyoncé, son garde du corps et une équipe de télé qui est là. Et je me dis, c'est hallucinant, putain, tu vois, parce que c'est Beyoncé, elle est tellement plus belle encore en vrai que cette émotion qu'elle donne aux gens, tu vois, quand elle chante. Mais juste là, sans rien dire, elle donne la même émotion, tu vois. Je sais pas si c'est le fait de se rappeler que c'est elle ou qu'elle chante ou je sais pas. Et super cool, simple, d'une simplicité. Et je commence à lui parler et tout. Et elle me dit ouais, tu viens d'où et tout. Elle me dit merci et tout pour la première partie et tout. Et je dis non, c'est un honneur pour moi et tout. Elle me dit tu viens d'où? Je dis de Belgique. Elle me dit wow, tu viens de Belgique, à Dublin pour. Elle me dit ouais, c'est trop cool, merci encore plus, tu vois. Et on est resté en bons termes et surtout avec son équipe et les autres années qu'on suivi, ils m'ont invité sur toute la tournée en VIP, juste pas pour mixer, juste pour assister au concert, tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que 20 ans avant, peut-être ouais, c'était dans les années 80, un pote fait venir les Destiny Child à Bruxelles dans une boîte. Mais ce pote, c'est un néerlandophone, donc il connaît pas bien Bruxelles. Et il m'appelle, il me dit, Alain, je suis avec les Destiny Child, on veut se promener rue Neuve, tu veux pas venir faire le guide parce que je connais rien, moi, à Bruxelles. Et j'ai pas osé y aller. Non. J'ai pas osé y aller. T'as pas osé, pourquoi? J'étais déjà impressionné. Destiny Child, j'ai Mais dit, t'imagines, t'aurais je été sais pas savoir entouré quoi de... dire. J'ai dit, ah non, frérot, je sais pas, je suis occupé, là. Je me dis, je sais pas quoi dire, j'étais perdu, tu vois, j'étais perdu. J'ai pas osé y aller, tu vois. Et autant quand j'ai fait le concert de Beyoncé, qu'après, elle était sur scène, elle venait me voir tout le temps, ça va, tout va bien. Je me dis, je vais l'emballer, quoi. Elle était tellement gentille, mais elle était déjà avec Jay-Z, donc dans ma tête, je m'étais fait des films, j'aurais dû y aller il y a 20 ans, ce serait peut-être ta meuf aujourd'hui, tu vois. Et donc voilà, en gros, et puis bon, bah, Big Flo, Oli, c'est comme mes enfants. Moi, je les ai découverts via un ami DJ Benz qui m'a dit, tu vas voir, ces petits, ils vont monter. Je les ai invités dans mon émission de radio, personne ne les connaissait. Je les ai vraiment aidés au maximum et aujourd'hui, c'est devenu ce qu'ils sont devenus. Et ils m'ont rendu 1000 fois l'appareil, tu vois, on a fait des shows ensemble. Ils viennent de sortir un nouvel album, Oui, oui. Karma. Ouais, Karma, exactement. Parce que... Qui est beaucoup plus rap, d'ailleurs. Ouais. Où ils avaient envie, justement, de casser un peu cette image qu'ils ont de rappeur gentil, tu vois. Et quand tu écoutes Oli, c'est un rappeur extraordinaire, tu vois, donc... Et puis deux personnes, j'ai le sentiment aussi que c'est deux personnes très sensibles, tu vois, très humaines, Big très Flo sensibles. est très sensible. Tu serais étonné. Big Flo, à quel point il a l'air froid, tu vois, mais c'est une protection. Je sais jamais, c'est le plus grand ou c'est le plus petit? Enfin, le plus petit. Oli, c'est la tête de oui-oui, tu vois, la tête ronde, tu vois. Et Flo, c'est avec la barbe, tu vois. Et Flo, c'est lui qui fait tout dans le groupe. C'est lui qui compose, c'est lui qui vient avec les idées. Donc il a beaucoup de pression sur les épaules, tu vois. Et c'est quelqu'un qui est artistiquement surdoué. C'est un surdoué pour moi. Oli, il est surdoué techniquement, tu vois. Et mais la vraie tête pensante, c'est Flo, quoi, tu vois. Et Flo, donc parfois, il a ce côté un peu froid avec les gens, que les gens disent ouais, il est moins sympa qu'Oli. Mais en fait, Flo, il se protège, tu vois. C'est une protection. Mais c'est quelqu'un d'hypersensible, tu vois. Et Oli, c'est quelqu'un de hyper bienveillant, tu vois, d'une gentillesse. Et d'ailleurs, avec le succès qu'ils ont depuis le premier jour que je les connais, se sont restés les mêmes. Ils n'ont pas changé.
gentils, toujours dispo. Enfin, un peu moins dispo, évidemment, parce qu'ils ont moins le temps, mais c'est des bonnes personnes, quoi. Vraiment, ils méritent vraiment ce qui leur arrive. La même chose pour Snake. C'est William, c'est quelqu'un que j'ai vu évoluer aussi. Adorable, bienveillant aussi, gentil. Aujourd'hui, il est au sommet du monde et il est toujours le même. Promis à aider, à donner des coups de main. Et c'est là que tu te dis, c'est là que tu vois que c'est important d'être toujours dans cette bienveillance et dans ce partage. Parce que ça t'élève, en fait. Tu vois, ça t'élève malgré tout, tu vois. Et Sopra aussi, Sopra a commencé en réécrivant les paroles de notre album. Sa mère l'attrapait, dit arrête avec ton rap, elle déchirait la feuille, et il recommençait. Et puis on est devenus des amis. Il venait à mes soirées en Belgique. C'était pas encore le Sopra qu'on connaît. Et puis il est devenu ce qu'il est devenu, il a fait Psycha de la rime, c'est devenu un frère, quoi, tu vois. Il m'a appelé plein de fois pour ses avant-premières, et ouais, voilà, tu vois. Puis t'as ouais, voilà, tu vois, c'est honorable de pouvoir avoir cette chance de connaître ces gens ou l'intimité de ces gens qui sont au final comme nous, comme tout le monde, tu vois, avec leurs peines, leurs joies, leurs problèmes, tu vois. Et c'est pour ça que cette émission, tu vois, Au-delà des masques existe aussi, Ouais. parce que c'est dans ce genre d'émission aussi qu'on se rend compte que tout le monde vit pas forcément des moments Bien sûr. faciles, tu vois, et Ouais. qu'on apprend à connaître finalement le parcours de la personne en disant, mais enfin, lui et moi, on est pareil finalement. Tout à fait. Tout on à vit fait. la même chose, on a vécu la même chose, ou c'est un être humain comme tout le monde en fait. Et encore une fois, dans ces artistes que je t'ai cités, il y a une vraie sincérité dans leur démarche, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils ont tant de succès. Parce que les gens se reconnaissent. Ils comprennent ce qu'ils leur disent, tu vois. Alors, je souhaitais parler de cette épreuve. On a parlé en 2023 de Delphine, Mademoiselle Ouais. Luna, premier DJ femme en Belgique. J'ai eu la chance de la rencontrer. On a fait, je me souviens, à l'époque, j'avais un blog où je mettais en avant déjà les artistes, Okay. tu vois. Et elle avait vraiment accepté, elle a joué le jeu. Et on avait terminé dans sa piscine. Elle m'a dit, oh, il fait chaud. Et alors, elle avait, je me souviens à l'époque, elle s'est fait sa poitrine, tu vois. Et elle me dit, je dis, mais j'ai pas de bikini. Elle m'a fait, c'est pas grave. Je dis, mais oui, mais toi, t'as plus fort de poitrine. On s'en fout. On a terminé, je t'assure, l'interview dans la piscine. Dans la piscine, c'est dingue. Et ça a été, voilà, Delphine. Delphine. Qui nous a quittés en 2023. À chaque show, je lui rends hommage. À chaque show. Voilà. À chaque show, comme tu fais Ouais. avec ta maman. Ouais. Et je me suis dit, tu sais quoi, si tu es d'accord, ce podcast, on va le rendre hommage à Delphine. Bien sûr. Et surtout aussi à ta maman. Mm-hmm. Voilà. Elles sont ensemble, elles nous regardent, oui, sûr et oui, certain. oui. Comment tu as pu avancer dans la vie quand on perd une maman, quand on perd un proche qu'on aime? Est-ce que tu traverses encore cette période ou comment tu te sens aujourd'hui par rapport à cette perte Écoute, physique, hein, parce que ouais, quand tu perds des amis proches, c'est toujours compliqué. Dépend aussi un petit peu du degré d'amitié ou de proche que vous étiez, tu vois. Donc, ça fait partie, la mort fait partie de la vie, malheureusement. Donc, on doit tous y passer, on y passera tous. Mais quand on perd une maman, on perd une maman, on perd plus qu'une maman, on perd une partie de soi, tu vois. Moi, j'ai vraiment perdu une partie de moi, tu vois. Et en même temps, je sais pas, c'est compliqué à expliquer, mais pour moi, elle est toujours là. Donc, elle est plus là physiquement, mais elle est là, tu vois. Et ça reste quand même une douleur qui ne s'en va pas, tu vois. Mais on apprend à vivre avec, tu vois. On apprend à vivre avec parce que on se rappelle plein de moments, plein de bons moments, évidemment.
même des repas qu'elle me préparait, du plus bête moment au moment le plus important. On pense à tout. Juste pouvoir les revivre une fois, on sent à quel point c'était important, en fait. Et peut-être qu'on a négligé ça un petit peu quand elles étaient vivantes, tu vois. Donc, parce que on vit sans se soucier de se dire que demain on sera peut-être plus là, tu vois. Parce que pour nous, c'est normal que demain on soit là, tu vois. Mais c'est pas normal en fait. C'est une chance d'être là le lendemain, tu Et vois. on se rend pas forcément compte parce qu'on vit de manière comment je dis là, au pilote, on met le pilote automatique, tu Voilà, vois. exactement. Ouais. Et c'est un petit peu, tu vois, quand on perd quelqu'un, c'est un petit peu ton monde qui s'écroule, tu vois. C'est un petit peu comme tu dis, on est en mode automatique, mais demain, s'il y a une guerre et qu'on nous empêche de vivre comme on avait toujours l'habitude de vivre, on va se rendre compte de choses qu'on avait. Bah, c'est ce qui s'est passé à la crise sanitaire. Voilà, ce qu'on a tu vécu. vois, exactement. Des gens qui ont pris soudainement conscience et se sont dit, oh là là, la famille est importante, oh là là, me reconnecter à la nature, c'est important. Ça a ouvert les yeux de beaucoup de gens. Tu apprends à vivre avec cette douleur qui s'estompe pas, hein, elle est toujours là. Et c'est très sensible parce que tu peux vite basculer vers la tristesse de nouveau, ou avoir les larmes aux yeux, ou par un souvenir, ou par quelque chose qui te rappelle ta maman. Donc voilà, j'apprends à vivre avec cette douleur tous les jours, elle est là. Et par moments, elle est un peu plus forte que d'autres. Puis par moments, ça va. Et puis par moments, comme je sens qu'elle est proche de moi, alors ça va mieux. Je trouve que c'est une chance inouïe de pouvoir faire ça et d'avoir ça. Et c'est comment le prénom, c'était comment de la maman? Janine. Ouais. Alors on embrasse Janine qui est certainement avec nous en ce moment. Et avec Delphine aussi. Et évidemment. Avec Delphine, voilà. DJ Mademoiselle. Ils sont toutes les deux dans la piscine. De Delphine. Elle me faisait rire Delphine parce qu'elle était avec ses chiens. Elle adorait ses chiens. Ouais. Ses chiens, c'était comme ses enfants et voilà. C'est tout à fait. Une belle personne aussi. On va terminer, avant de terminer en beauté cette interview, parce que là, je crois que ça fait, et j'ai jamais fait aussi long, 2h15. Ah bah t'as vu, il y a du montage hein, qui t'attend. 2h15. J'avais des questions. On va jouer ce petit jeu. Je te pose des questions à nouveau. À toi de me dire vrai, oui, non, vrai, faux. Est-ce qu'à force d'être dédiqué, tu n'as jamais eu peur d'oublier Alain? Non, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Alain ne va pas sans l'autre. Ah bah voilà. C'est trop beau ça. Le personnage t'a-t-il déjà protégé ou parfois enfermé? Les deux, je pense. Parfois, le fait d'être dans ce personnage, ça te protège. Tu te sens un petit peu comme un super-héros invincible, mais en même temps, tu restes aussi parfois prisonnier de cette image que tu n'as peut-être plus envie ou de. Donc ça fait partie des deux. Les deux font partie de. Mais en général, ça va. J'ai su gérer les deux situations. Est-ce que la musique, selon toi, peut vraiment réparer certaines douleurs? Tout à fait. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui une douleur que tu n'as pas totalement apaisée? Quand je te disais tout à l'heure que j'ai fait la paix avec mon père, pendant longtemps, il est venu me hanter dans mes rêves, vraiment, tu vois. J'ai vraiment fait beaucoup de cauchemars et puis un jour ça s'est arrêté. Donc la dernière personne avec qui, ou la seule personne avec qui j'étais en conflit, c'était mon père, tu vois. Donc aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est en paix parce qu'il ne vient plus me faire peur la nuit. Tout va pour le mieux dans le monde. Le meilleur DJ de tous les temps? Je sais pas, parce que chaque DJ est différent, tu vois. Donc je peux pas te dire le meilleur de tous les temps. Je peux te dire ceux qui m'ont inspiré. Et c'est pas des DJ que vous allez connaître, en tout cas que monsieur, madame, tout le monde connaisse. Mais c'est Cash Money, un DJ multiple champion du monde. C'est lui qui
qui a pratiquement inventé les passe-passe avec la bouche, le dos et tout ça. Donc, c'est une inspiration pour beaucoup de DJ. C'est devenu un ami. C'est ça qui est fou. Et pour moi, c'était une inspiration énorme. Et puis, il y a plein d'autres DJ qui m'ont inspiré dans le milieu technique. Après, pour moi, je trouve que au niveau carrière, et on peut dire ce qu'on veut, sur lui, mais David Guetta, pour moi, reste le numéro 1. Vraiment. Parce que déjà, c'est une belle personne. C'est quelqu'un de gentil. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quelqu'un qui a réussi à construire quelque chose avec Cathy, évidemment, qui... ils étaient tous les deux quand voilà, ils ont débuté. ils ont construit quelque chose d'énorme. Il a fait des featuring de rêve. Il a quand même réussi à ce que beaucoup ont pas. C'est compliqué d'avoir. Est-ce que c'est pas le premier DJ qui a fait les duos, les featuring, c'est l'un des premiers. justement? C'est l'un des premiers. Okay. L'un des premiers. Et il a rendu. Ouais. C'est. Après, les gens qui disent c'est pas lui qui fait ci, c'est pas lui qui fait ça. Ben oui, mais on sait tous, on s'entoure tous de gens ou de tendances ou de. Mais au final, c'est lui, tu vois. Donc les gens, c'est lui qui viennent voir. Les gens, c'est lui qui viennent écouter, tu vois. Alors critiquer, c'est facile. Il joue à une note, mais tant mieux, fais-le, joue à une note et fais une carrière comme ça et gagne beaucoup d'argent et on te le souhaite, tu vois. Moi, je trouve que avec la carrière qu'il a et la personne qu'il est toujours, c'est le numéro 1. Quoi. Si tu étais un doudou, tu serais comment? Un doudou, un petit nounours. Petit nounours bien douillet, tu vois un peu. J'ai déjà un peu la forme d'ailleurs. J'ai déjà un peu la forme du nounours, tu vois. Mais ouais, non, un petit nounours douillet. Ouais. Quels sont les 2 artistes que tu embarques avec toi sur une île déserte? Michael Jackson d'office parce que c'est incroyable tout ce qu'il a amené au niveau musical, au niveau entertainer. Quel visionnaire, c'est un extraterrestre. C'est un visionnaire, hein. c'est un extraterrestre, vraiment. Et le deuxième artiste? Beyoncé. Ton plat préféré? Ah, j'adore les pâtes. Hein. Ah, la pasta. La pasta, j'adore. Ma meilleure amie est italienne, donc ouais, j'adore les pâtes. Ouais. Quel artiste, personnalité souhaites-tu entendre prochainement dans Au-delà des masques? Tu devrais inviter Maria Del Rio. C'est une belle personne et qui a des choses que les gens découvriraient et peut-être se ferait une autre idée aussi sur elle, tu vois. Elle est très drôle, très intelligente. C'est une femme d'affaires, c'est l'animatrice préférée des Belges. C'est vrai. Ouais. Donc ça fait je sais plus combien d'années, 10 ans qu'elle est au morning. Ouais. Et puis Maria, je l'ai rencontrée aussi en interview, dans le même, c'était le même exercice que Delphine. Ok. En fait, j'ouvrais le dressing des people. Ok. Tu vois. Et j'avais été chez Maria et on avait, à l'époque, moi je commençais le morning au Luxembourg et elle faisait le morning. Ok. Donc on avait pas mal échangé, mais pourquoi pas, ouais, j'y ai déjà pensé, ouais. Ouais, parce que les gens l'aiment beaucoup. C'est vrai. Et c'est une femme qui a beaucoup de choses à dire. Après, je sais pas si elle va s'ouvrir comme elle le fait en privé, mais c'est une femme qui a beaucoup, je vais pas dire souffert, mais qui a beaucoup enduré, tu vois. Voilà. Et elle a une expérience et une vie qui mérite d'être un petit peu desséquée pour qu'on puisse voir, qu'on puisse comprendre voilà, tu vois. Bah écoute, Maria, je t'envoie une invitation. Voilà, moi je t'envoie des SMS, tu réponds pas. Pas bien. Avec ma baguette magique, je t'emmène voir le petit Alain de 10 ans. Que lui dirais-tu en connaissant la suite de son histoire? T'imagines même pas ce qui t'attend, tu vois. T'imagines même pas ce qui t'attend. Si je te l'explique, tu vas me prendre pour un fou. Donc, vis les choses au maximum et vis-les à fond. Merci Alain.
Merci, Vraiment, Penny. on a Merci à passé, toi. moi j'ai passé en tout cas un moment extraordinaire. Merci. En fait, c'est ça que j'adore, tu vois, cette authenticité, cette fluidité, parce que j'ai trouvé ça vraiment, Ouais, c'était tout simple. voilà, C'était en agréable toute simplicité. et vraiment, Ouais. vraiment. Donc merci de ta confiance. Merci à toi. Merci. Et merci à vous de me suivre. Le petit vieux. Le papy, Le papy. Pépi. le pépi.